Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler de cette série Skeleton Crew. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ma vidéo sur le premier épisode. Et en vrai, il n'y a pas tant de monde que ça qui l'a vu, elle a pas bien marché. Mais c'est pas grave. Partagez-la, ça me ferait plaisir, j'en suis assez content. Après, je continuerai de toute façon, parce que j'aime beaucoup la série. Donc, dans tous les cas, au moins voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont contents de retrouver ces vidéos. Donc c'est avec plaisir, de toute manière, que je continuerai à les faire. Mais on reprend donc. Donc voilà, je répète juste, c'est vraiment des analyses complètes que je vais faire, où je vais vous donner tous les easter eggs que j'ai pu retrouver. On va bien évidemment spoiler à fond, puisque je vais reprendre l'épisode scène par scène, histoire de pouvoir en parler en détail. Ça devrait durer moins longtemps cette fois. La première vidéo faisait 50 minutes, mais là l'épisode est beaucoup plus court. Mais en tout cas, non, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Que le deuxième épisode m'a bien convaincu et je suis vraiment très impatient de voir la suite. Et donc, on retrouve nos enfants perdus, nos petits Goonies, en hyperespace. On l'avait vu, ils étaient terrorisés. Alors déjà, ils se retrouvent de l'autre côté de la barrière, eux qui n'avaient jamais été dans l'espace, ce qui est quelque chose de très étonnant dans l'univers de Star Wars. Et, euh, et en plus, boum, le vaisseau passe directement en hyperespace, et on voit effectivement qu'ils sont tous terrifiés. On peut le voir à la tête de Neil, évidemment, qui est pleine d'expression. Donc on voit tout de suite effectivement qu'il est pas tranquille. Et alors ils sortent par accident de manière forcée d'hyperespace, ce qui est très dangereux. Han Solo l'avait déjà dit dans la trilogie originale, que c'était vraiment un move assez dangereux. C'est assez intéressant, on voit ce type de tableau de bord comme ça à 3 écrans, qui n'est pas sans rappeler les tableaux de bord des, vous savez, la navette sur Naboo, quand Anakin se retrouve dans la navette qui par accident démarre, tout ça, avant qu'il aille détruire le gros vaisseau qui commande les droïdes. C'est le même type de tableau de bord. Ce qui est pas étonnant quand on se dit depuis combien de temps ce vaisseau est bloqué là, et qu'on sait que cette planète est au moins fermée à l'extérieur, semble-t-il, depuis la République. Je vous rappelle, faut pas confondre. Alors il y a la Old Republic, ça c'est bien avant. Il y a la République, donc là c'est le moment où Palpatine était sénateur, puis chancelier, puis dictateur. Et il y a la Nouvelle République, qui est normalement le pouvoir en place au moment de cette série. Or, on va le voir encore, leur monnaie date de la République. C'est ça qui est très étonnant. Et on comprend vite que leur monde est fermé sur lui-même depuis un petit bout de temps, depuis au moins plusieurs décennies, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Et donc, évidemment, on est où? Écoute, on est passé en hyperespace, donc on peut être super loin, en fait. Alors, évidemment, Wim est un petit peu tenu pour responsable, a raison, et là, ils entendent un bruit. Alors, on est donc sur une scène qui, évidemment, à mon avis, est faite pour rappeler l'arrivée de Darth Vader dans Rogue One, avec ce couloir, cette fumée, cette lumière rouge. On voit juste ce point lumineux, et on découvre Smee qui s'est remis en mouvement, qui parle à son capitaine, dont on ne sait toujours pas qui était le capitaine de ce vaisseau d'ailleurs. Voilà, qui demande que je les bute, du coup les gamins, il se passe quoi? Et ils sont non, ne nous tue pas. Il appelle un capitaine qui évidemment ne lui répond pas, et c'est Ferme qui va prendre les choses en main et qui va lui apprendre que son capitaine est mort, ce qui est de toute façon certainement vrai, vu depuis combien de temps le vaisseau était sous terre. Évidemment, Smee de base veut pas le croire, mais on va comprendre qu'en fait son cerveau s'est à moitié fait ronger par cette espèce de petit rongeur, porte bien son nom. Et j'adore d'ailleurs le fait qu'il y ait cette espèce de petite souris de l'espace là qui vit dans sa tête et qui sort de temps en temps, qui va faire ses trucs, qui revient, genre quand il passe en hyperespace plus tard, poup, elle retourne dans sa tête vite fait avant de... C'est vraiment sa maison. Et en même temps, ça rappelle en plus le côté, le fait qu'il y ait un animal comme ça qui le suive partout, ça rappelle le délire des pirates avec un perroquet, ce qu'on représente souvent. Bon lui il a pas un perroquet, il a une souris qui vit dans sa tête, carrément. Et je l'avais déjà dit l'autre fois, mais je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, son nom, SM33, qui vient en fait du fait que si on l'écrit, ça ressemble à Smee, les 2-3 peuvent ressembler à 2 E, et Smee, ça n'est autre que le nom en VO
de mouche, le bras droit du Capitaine Crochet dans Peter Pan. Donc en fait, ça vient de là, son nom. Et donc ouais, on voit que son programme est à moitié un peu abîmé. En gros, il est sur Windows XP, il n'y a plus de mise à jour depuis des années. Donc dans son fonctionnement, c'est un vaisseau doit avoir un capitaine, il y a un vaisseau, donc il y a forcément un capitaine. Ce qui est plutôt malin. Elle va lui dire, bah écoute, je l'ai tué. J'ai tué ton capitaine, donc je suis ton nouveau capitaine. Il fait, ouais, c'est ça. Toi, t'as tué mon capitaine? Bah oui. Ok. D'accord. Bon bah du coup, je vais t'obéir alors. Donc elle lui explique, j'ai poignardé ton capitaine dans le ventre et je l'ai balancé dans l'espace, ce qui fait de moi ta nouvelle capitaine. Et du coup, bah, d'accord. Ok. Wim, évidemment, qui est un petit peu jaloux. Elle va lui demander de leur montrer comment on pilote le vaisseau. Alors, il fait ses explications très vite. Évidemment, personne n'y comprend rien, sauf KB, qui est en mode, bah oui, ok, c'est bon, oui, bah, évidemment, bien sûr, facile. Alors, ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire quelque chose qu'on nous montre, sur lequel on donne de l'importance, ce qui, bien évidemment, signifie que plus tard, ça servira dans l'aventure. Et alors, je trouve ça intéressant, parce que, donc, on a ce bouton, que Wim, commence, il libère la protection qu'il y a dessus, et on nous dit que c'est un système d'autodestruction, mais pas juste un système d'autodestruction. C'est un système d'autodestruction de la coque du vaisseau. C'est ce qu'on va nous dire. Alors, on sait que ces vaisseaux pirates ont des coques surprotégées. Enfin, il y a vraiment des plaques blindées pour les protéger, pour d'une parce qu'il y a beaucoup de combats, et aussi pour qu'ils puissent rentrer dans des vaisseaux ennemis. Mais le fait qu'on précise que c'est un bouton d'autodestruction de la coque, pour moi, donc il y a deux solutions. Soit, parce qu'ils vont appuyer dessus à un moment, ça c'est clair net, ils vont appuyer dessus à un moment. Pour moi, il y a deux solutions. Soit, à un moment, ils auront besoin de vitesse, ils auront besoin de griller quelqu'un en termes de vitesse, et là, ça pourrait servir effectivement de se débarrasser de ces plaques blindées, vu que ça ferait gagner du poids au vaisseau, et donc ferait gagner de la vitesse. Deuxième solution, est-ce que ce vaisseau cache quelque chose de par son apparence? Est-ce que le fait de se débarrasser de la coque en plus, des parties blindées de la coque, révélerait soit une apparence, soit en termes de modèle ou de forme du vaisseau, de choses comme ça, ou alors en termes de qu'est-ce qui est représenté dessus. Est-ce qu'à un moment, imaginons ils appuient là-dessus, et on verra un symbole qui nous montrera exactement de quelle époque est le vaisseau. Un logo de telle ou telle république, ou quelque chose comme ça, une appartenance à un groupe particulier, voilà. Mais dans tous les cas, ce bouton servira, bien évidemment, à un moment, ça c'est sûr. Ni tout sous aucun prétexte, ils auront à y toucher à un moment, bien sûr. Et donc c'est là qu'il leur dit que voilà, il faut réparer les systèmes cruciaux, qu'il leur propose de les emmener à un astroport, mais eux ne sont pas d'accord. Ce qu'ils veulent, évidemment, c'est rentrer chez eux. Sauf que, là où commence à se poser le problème, et c'est très intéressant, c'est où chez vous? Bah, retourne au point de départ, de là où on est parti, sur Atatine. Atatine, tu connais forcément? Non. Donc, comment il y arrive? Est-ce que c'est effectivement parce que une partie de son cerveau a été rongée, ou est-ce que sa mémoire a été effacée? On sait par exemple que du côté des Jedi, normalement, tous les un certain temps, ils doivent effacer la mémoire de leur droïde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs une des grosses spécificités de R2D2. C'est un des seuls, en tout cas c'est le seul droïde Jedi à notre connaissance qui n'ait jamais eu sa mémoire effacée. Anakin était censé lui effacer sa mémoire régulièrement, mais il l'a jamais fait. Il y a un épisode de Clone Wars d'ailleurs là-dessus, où R2D2 disparaît, et justement c'est un grave danger parce que lui n'a jamais eu sa mémoire effacée. Donc est-ce que la mémoire du droïde a été effacée justement pour garder, par sécurité, pour garder l'endroit où est Atatine secret? Je sais pas. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, alors, c'est peut-être rien du tout, Atatine, ça me fait vraiment penser à AT&T, les fameux véhicules, les marcheurs. Atatine, AT&T, est-ce qu'il y a une raison? Je sais pas. Mais donc, il dit bah non, je vois pas. Comment ça, il connaît pas? Et donc elle lui demande, trouve notre dernière position dans tes blocs mémoire. Non. Donc ils mettent ça sur le dos du rat. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que ça n'a pas été effacé d'une autre manière? C'est possible. J'adore ce petit moment où Neil veut faire copain avec la petite souris et lui saute à la gueule, puis il est en mode ah.
c'est con, c'est facile, mais ça marche. J'y peux rien, ça marche. Et là, ils vont commencer à parler de différentes planètes. À commencer par Athlon. Alors Athlon, pour ceux qui ont vu Rebels, c'est la planète où pendant un moment il y a la base justement des rebelles. C'est là où vit Bendu, cette créature qui est très liée à la force. Ce moment où il se retrouve confronté justement à Thrawn, c'est justement sur Athlon. Donc, référence Rebels. On nous parle aussi de Alalcor. Ça, par contre, c'est une nouveauté. Alors, est-ce qu'on ira à un moment? Mais c'est une planète qui a été créée pour cette série, qui n'a jamais été citée avant. On nous parle de Aldhani. Aldhani, c'est une série qu'on a vue dans Andor, dans la saison 1 de Andorre, et ils sont non, et donc c'est quelle planète alors? Bah montrez-la moi. C'est quelle planète là-dedans? C'est ok, là on est dans la merde, et ils se rendent compte qu'effectivement, enfin voilà, tout ça c'est des étoiles, et autour de toutes ces étoiles il y a plusieurs planètes. On est où nous? On vient d'où? Et donc ils décident enfin ils se rendent compte que voilà, ils sont effectivement perdus. Neil, bah voilà, qui a ce petit coup de mou en mode, enfin t'avais promis qu'on n'aurait aucun problème, résultat on est parti. Wim qui veut pas totalement assumer, alors que bon, c'est quand même beaucoup sa faute, on va pas se mentir. Et donc il décide d'aller à l'astroport, en se disant, bah au moins là-bas on verra du monde, certainement que quelqu'un aura la réponse. Eux ne se rendent pas compte d'à quel point leur monde est un monde qui semble être une légende pour tout le monde. Et donc, et ça j'aime beaucoup, donc ouais, quand il va repartir en hyperespace, poup, il y a le petit rongeur qui retourne dans la tête de Smee. Et donc ils partent en hyperespace, et là on retourne sur Atatim, et on voit donc effectivement des droïdes qui surveillent tout le temps. Et en plus vraiment c'est droïdes caméra. Il y a un côté très les films, pareil, hein, toujours les films à la Amblin, où avec ces lampes torches dans la forêt la nuit, normalement ce serait des adultes qui cherchent les enfants en quête d'aventure. Là du coup c'est des droïdes avec des têtes de caméras de surveillance et des lampes torches, mais on voit ouais que tout est très 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 surveillé, et je me demande vraiment c'est quoi le secret qui protège sur cette planète et pour qui il travaille en réalité. Et donc il tombe sur le père de Wim justement, voilà, qui vient de voir son enfant emporté par un vaisseau, et donc il va leur raconter, et les robots qui sont en mode calme, reste zen, un vaisseau impossible, aucun vaisseau n'est autorisé à entrer ou quitter. Et il l'interrompt, il allait dire la barrière, et il interrompt en disant il a déjà dû franchir la barrière. Mais on voit donc aucun vaisseau. Il n'y a pas d'histoire de c'est limité, c'est de temps en temps, non, aucun vaisseau ne peut rentrer ou sortir. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Qu'est-ce qui se passe? Franchir la barrière est un délit majeur. Évidemment, le père, lui, qui est juste ultra inquiet, donc je pense pas qu'il est dans le secret de ce qui se passe vraiment. Je pense qu'il est intégré à ce système, mais il a pas l'air d'en savoir réellement plus. J'ai l'impression en tout cas. Là où je suis pas du tout du même avis pour la mère de ferme. Je suis beaucoup moins sûr. Celle qu'on avait vue devant la classe justement, qui avait fait une visite à la classe. Et donc ouais, le suivez-nous avec la tête qui se tourne comme ça, tu sens que c'est pas bon. Tu sens que c'est pas bon et qu'ils vont vouloir le faire taire le mec. Ça, le délire des squelettes, pareil, tellement Goonies. C'est le moment où ils trouvent le bateau pirate et où il y a les squelettes un petit peu partout, pareil, ça rappelle énormément ça. Et oui, mais il adore. Lui, il vit sa meilleure vie. Il est en mode, ouh, regarde, il y a des lits, j'ai trouvé une chambre, c'est trop bien. En plus, il met le chapeau, ça pareil, ça rappelle énormément une scène des Goonies où ils font pareil. Et on voit Neil qui est en mode, mais je veux rentrer. Et Wim qui est en mode, non, on vient juste d'arriver, c'est génial, tu verras, c'est super. Ouais, non, mais j'ai envie de retrouver mes parents, en fait. Mais non, on est à bord d'un vaisseau, on peut aller où on veut, c'est trop bien. Et on voit vraiment, du coup, la différence entre Wim qui, bah ouais, son père est toujours absent, il a pas de frères et sœurs, il passe la plupart de son temps tout seul chez lui, et Neil, lui, qui, voilà, qui a une famille nombreuse, proche. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances. C'est là qu'il apprend qu'ils vont à l'astroport, et j'ai adoré. Regardez, là, on retrouve le vaisseau du début. Le vaisseau des pirates, dont il semble que ce sont eux qui dirigent la station. Mais du coup voilà, c'est le vaisseau qu'on avait vu attaquer au début du premier épisode. Et c'est super classe, enfin. Et le rendu visuel est hyper bien foutu. Ça c'est du Star Wars comme j'aime en voir, quoi. Où on voit que tous les vaisseaux sont reliés les uns aux autres. Enfin, c'est splendide. Franchement, ça fait rêver. Ça fait trop rêver. Et donc, l'endroit s'appelle Port Borgo. Je crois pas qu'on en avait déjà entendu parler avant de celui-là.
Mais pour pouvoir aller sur la station, en fait voilà, on voit il faut s'arrêter à distance et c'est un petit vaisseau qui vient récupérer. Et alors c'est marrant, cette petite créature là, déjà on voit que c'est du practical, ça a l'air d'être une marionnette, vraiment mais vraiment marionnette à l'ancienne. Et ensuite les ficelles ont été effacées numériquement. Et en fait c'est pas la première fois qu'on la voit, on l'avait déjà vue dans les films Ewok. Elle était déjà dans les films Ewok. Donc c'est voilà un rappel de. La semaine dernière on a vu de la référence au film au Star Wars Holiday Special. Et bah là on a de la référence au film Ewok. Avec son petit véhicule, avec son truc en plastique. Il y a un moment, on voit, où c'est carrément réparé. Il y a un endroit du plastique qui est réparé avec du scotch. Vraiment, ça ne met mais tellement pas en confiance. Genre du scotch va te protéger dans l'espace. Mais enfin, j'adore ce côté, voilà, des gamins. Et encore une fois, qui est appuyé par le côté qui viennent d'une banlieue pavillonnaire qui ressemble énormément au nôtre et qui se retrouvent dans l'espace comme ça. Ça rappelle tellement les films de l'époque. Et il y a tellement ce côté, on en a tous rêvé à un moment ou à un autre. Mais ouais, non, je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien comme idée. Oui, voilà, c'est là, vous voyez, il y a du scotch. Pour réparer le truc, ils sont protégés du vide de l'espace par une simple bande de scotch, enfin par 2 bandes de scotch, soyons justes. Ils arrivent donc sur la station et pareil, j'adore comme ça, fourmi de détails, de vie. Il y a des races aliens de tous les côtés, il y en a partout, plein de sortes différentes et des anciens, des nouveaux. C'est trop bien. Enfin là dans ce programme, on voit que c'est un univers vaste, qu'il y a plein d'espèces. Là où souvent on a 90% d'humains, là on voit des aliens de partout. Et ça fait trop plaisir. Là, je sais pas si vous avez remarqué, donc le moment où ils arrivent, mais regardez, on voit qu'il y a des pendus au-dessus de là où arrivent les petites navettes. Donc vraiment en mode, pour servir d'exemple, je sais pas quelle connerie ils ont faite. Vous verrez mieux si je vais de l'autre côté. Ah, voilà. Là, on voit des pieds. Du coup, ces 2 types qui ont été pendus, certainement pour servir d'exemple. Donc on voit que c'est un monde de pirates, c'est une station de pirates, c'est violent. Donc lui qui réclame, ils vont comprendre qu'il réclame de l'argent. Et là, c'est très intéressant. Je crois que l'image d'après est plus nette. Ah non. Là, ici, c'est le symbole de la République. Pas de la Nouvelle République, de la République. Ce qui, bien sûr, va avoir une grosse importance plus tard. Et on voit d'ailleurs que le petit alien est tout content quand il reçoit son truc, là, son petit lingot. Il part en courant, en mode super heureux. Ça, c'est marrant. Du coup, il regarde des aliens. Les gars, vous avez vu la gueule de Nil? Comment? Mais le délire, c'est que ces gamins, au final, ne connaissent que les quelques races aliens qui sont présentes sur leur planète. Ils n'ont jamais été confrontés à toutes les autres. Alors on sait qu'il y a quelques... Alors, on dit alien dans le monde de Star Wars, ça veut rien dire. Mais on a ces enfants humains, on a l'espèce à laquelle appartient Neil, on a, je sais plus comment ils s'appellent, ceux avec les têtes un peu... avec des formes un peu cheloues, là, qui ont une voix hyper forte quand ils gueulent. Enfin, il y a quelques races d'aliens, mais ils ont été confrontés à très peu au final. L'univers de Star Wars est beaucoup plus vaste en termes de races différentes. Genre, ils ont jamais dû voir un monde calamari. Il y a plein d'espèces qu'ils ont jamais dû voir. Et du coup, là, c'est de la découverte totale pour eux. Il a une sacrée tronche, lui, quand même. Il a une sacrée gueule. Pumba, la façon dont Pumba a évolué. Donc, j'imagine du coup que c'est Timon. Et Timon a quand même super mal évolué aussi, on va pas se mentir. J'adore. Ils ont une sale tête. T'as raison, Neil, toi, t'es super mignon. Je suis complètement d'accord. Ils peuvent pas comprendre à quel point t'es mignon. Est-ce qu'on peut bâillonner sa trompe? T'es bête, je ne parle pas avec ma trompe. Et voilà, il y a plein de vie, ça fait plaisir. Il y a de l'espace, il y a de la vie. Enfin, visuellement, ça envoie, quoi. C'est vraiment classe. Et voilà, on voit qu'il y a plein de boutiques de partout. Ça, c'est marrant, c'est le même genre de... C'est un truc pour fumer. Et il y avait le même chez Jabba the Hutt. Il y avait exactement le même truc. On voit, alors là, c'est écrit Dance Club. Il y a un club de danse derrière. Et donc, elle qui commence à les observer, qui va venir les voir un peu plus tard. Alors ça, en termes de deep cut aussi, c'est rigolo. Cette bestiole, en fait, ça vient d'un film qui s'appelle Captain EO. C'est exactement le même. C'est clairement, ça vient de Captain EO, qui était un film EO, hein. Attention, pas Neo, Captain EO, qui était un film sorti en 86, je crois, 86, réalisé par Francis Ford Coppola, avec Michael Jackson. Oui, Francis Ford Coppola a réalisé un film avec Michael Jackson, mais
Le petit twist, c'est que c'était fait pour des attractions. À la base dans Epcot Center, ensuite dans trois parcs en plus. Et c'était un film qui était diffusé en 3D. Vous savez, c'est un peu le côté un peu à la Futuroscope, quoi. Le délire film en mode super moderne, machin. Et donc, ça s'appelait Captain EO. Et dans ce film Captain EO, il y avait exactement cette créature dont on voit les ailes un peu plus tard, qui sont exactement les mêmes ailes qu'il a dans le film. Enfin, c'est vraiment la même bestiole. Donc, c'est rigolo, quoi. Ça vient d'un film de Francis Ford Coppola avec Michael Jackson dans le rôle principal. Donc KB qui assiste à la démonstration de petits droïdes, parce qu'effectivement un ferme dit faut pas qu'on se sépare, 2 secondes après tout le monde a disparu, et chacun est dans son coin. Elles vont heureusement se retrouver toutes les deux, c'est là justement que la femme qui était devant le club vient les voir. Alors on peut vraiment se méfier parce que il y a de grandes chances que son rôle soit de kidnapper des gens pour les faire travailler dans les mines d'épices. Il y a de grandes chances que ce soit ça par rapport à son espèce. Ils vont donc lui dire, on a un vaisseau, on n'arrive pas à rentrer chez nous. C'est où chez vous? À Tatine. Non mais sérieusement, vous venez d'où? Et donc, on continue à voir à quel point... Non mais c'est rigolo parce que ces gamins sont partis chercher l'aventure. Or, il semblerait que l'aventure, elle est chez eux en fait. En gros, leur planète, c'est le One Piece, quoi. C'est Loftel, c'est le One Piece. C'est là où... c'est censé être une légende pour tout le monde. Donc vous aviez l'aventure à portée de main. Le homard. Ça, j'adore ce genre de bestiole comme ça, un peu chelou dans Star Wars. J'adore quand ça prend le temps de s'arrêter comme ça sur des créatures un peu bizarres. Ça, c'est une nouvelle race qui a été créée justement pour la série. Et ça, je trouve ça cool, vraiment, qu'ils se permettent de créer des nouvelles races. Et donc, ils ont faim, ils vont commander à bouffer. C'est vraiment 2 ambiances. Ils ont à peu près la même morphologie dans le délire d'avoir des trompes, mais c'est tellement 2 styles complètement différents. J'aime beaucoup cette image, elle est vraiment classe. Et donc ils vont demander à avoir la même chose justement que le type à côté, ce qui n'a pas l'air ragoûtant du tout. Et Neil qui est en mode non, ça... ok, merci. Lui aussi d'ailleurs, c'est aussi une nouvelle espèce qui a été créée pour la série. Et donc, il lui demande de Dex, donc des crédits de la monnaie actuelle, de la monnaie de la Nouvelle République. Il lui sort encore ses petits lingots, et il est en mode wow. Et donc, il essaie de les arnaquer, en mode c'est pas assez, vous avez pas l'air de vous rendre compte de la valeur de l'argent, donc je vais vous dire qu'il m'en faut plus. Et celui à côté, qui dit mais non, il essaye de t'avoir, là, il raconte n'importe quoi. Évidemment, voilà, c'est le même truc qu'on voit sur les îles, comme ça, où il y a des bars de pirates et tout. Tout de suite, ça commence à en venir aux mains. Mais, bien sûr, il n'était pas juste sympa. D'ailleurs, j'avais pas remarqué qu'on avait un espèce de Kamen Rider juste derrière cette tronche. Oh, cette gueule! Le Kamen Rider de l'enfer. Et donc lui aussi, bien évidemment, veut savoir pourquoi ils ont un crédit de l'Ancienne République. Et je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, si vous avez vu en VF, c'est emmerdant. Parce qu'il y a des problèmes au niveau de la traduction, et ils parlent toujours de la République, et ils font pas le distinguo entre République et New République. La République de l'ère Palpatine, il y a eu l'Empire, et ensuite la Nouvelle République. Là, ça se passe à l'ère de la Nouvelle République. Or, son argent date de la République précédente. Et c'est ça qui étonne justement tout le monde. Puis lui, c'est son argent pour le déjeuner, quoi. C'est normal. Pardon, tu te rends pas compte de ce que tu peux acheter avec ça? On retrouve notre pirate qu'on avait déjà vu dans Mandalorian et qui travaille donc désormais pour l'équipage de Brutus. Et Neil va répondre à la question d'où vous venez, à Tatine. Tout le monde se marre en mode non mais vous foutez de notre gueule quoi. Mais il va quand même commencer à y avoir des doutes. Donc lui il pense que le lingot est certainement faux. Il fait, non, ça me paraît vrai. Ils vont répéter, ils vont faire savoir qu'ils en ont d'autres. Wim, plutôt malin, va provoquer une diversion pour qu'ils puissent s'enfuir tous les deux. On voit que l'autre est encore en train d'essayer de les conduire quelque part, et elle leur dit, je vous conseille de changer de refrain sur At-Atin. Vous venez de la planète perdue au trésor éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous venez de la planète perdue au trésor éternel. Si on revient sur ce que je disais à la vidéo précédente, où je parlais de gisement, peut-être que le symbole qu'ils ont tous sur eux, ça représentait des mines, ça pourrait être une ressource inépuisable, ou tout du moins d'énormes ressources qui font qu'on se dit, alors qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait du kyber cristal? Est-ce que ça serait... j'ai un trou de mémoire sur le nom. Ce métal qui est... Cortosis. Le cortosis dont est fait le
le casque du perso dans The Acolyte. Autre chose, parce que vraiment, il précise trésor éternel. Je verrais bien un truc comme ça, une ressource en quantité extrêmement importante. Et ça serait la raison pour laquelle on aurait caché la planète, c'est le fait qu'il y ait cette ressource et de vouloir la garder pour soi. Est-ce que c'est Palpatine, un peu comme ça avait été le cas, vous rappelez, toute l'enquête justement d'Obi-Wan sur le fait qu'une planète a disparu avant qu'il découvre justement qu'elle a été effacée des archives dans la prélogie. Est-ce qu'on est dans un cas de ce genre? Est-ce que cette planète a été effacée de toutes les archives à un moment? Sachant que ça doit remonter quand même à assez loin, parce que elle est connue de tout le monde, mais tout le monde la considère comme une légende. On n'est pas sur quelque chose qui a été fait discrète, enfin qui est discret. Tout le monde a l'air de connaître cette histoire, cette légende, mais par contre, personne ne sait qu'elle est réelle. Donc il faut que ça date quand même pas mal. C'est pas possible de provoquer ça en 10-15 ans. Et donc voilà, ça fait partie des choses qui rendent vraiment cette série super intéressante. C'est le fait d'avoir des questions comme ça à se poser, vraiment. Et donc on voit les gamins qui sont de la planète perdue, au trésor éternel. Pour eux, c'est juste la maison, enfin c'est juste chez eux, en fait. Mais on voit donc les pirates qu'on avait vus au début, donc menés par Brutus désormais, qui arrivent. Donc d'abord juste une partie de l'équipage. Et c'est le moment donc où ils vont être mis en danger. Voilà, le pirate va réussir à récupérer le blaster de la gamine et ils leur disent « Tatine, c'est un mythe, ça n'existe pas cette planète, qu'est-ce que vous racontez ?» Et vraiment, je suis trop curieux de mieux comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Mais heureusement, Smee arrive. Et j'adore la scène. Déjà, la façon où il approche en boitant, ça fait vraiment le son des pirates avec leurs jambes de bois. Et donc il approche comme ça. Et on le voit qui grandit ses membres. On voit ses bras qui s'agrandissent. Il passe en mode phase de combat. Et voilà, il est en mode non, je rentrerai pas sans ma capitaine de toute façon. Je chercherai pas un droïde qui fait une tête de plus que moi quand même. À la limite, l'autre derrière, oui, peut se permettre parce que lui, par contre, il est très très massif. À sa place à lui, je le ferai pas. Je le ferai pas. Et effectivement, c'est une très mauvaise idée. Et donc voilà, elle dit qu'elle partira pas sans les autres, KB et les garçons, de manière un peu moins convaincue. Et le combat, la scène de fight est plutôt cool. Voilà, elle dure pas très longtemps, mais elle est assez sympathique. Franchement, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils les éjectent les uns après les autres. Et c'est créatif. J'aime le fait de ces deux boucliers qu'il a, et où en plus, au fur et à mesure, à cause des tirs de blaster sur les boucliers, ça va donc les faire chauffer, parce que c'est du laser, enfin que ce soit du laser ou du plasma, forcément ça va faire chauffer la matière avec laquelle ça rentre en contact, et en fait ces boucliers sont faits de manière à conserver cette chaleur, et ça lui permet de cramer les adversaires ensuite. Et tiens, vous voyez, je vous disais, on le voyait après justement avec ses ailes déployées, et donc ouais, ça c'est la bestiole qui vient du film avec Michael Jackson. Et donc voilà, ils arrivent effectivement, enfin, ils s'apprêtent à tous se barrer. On voit qu'il se fait tatouer le symbole des Hutt sur le bras. Notre bon vieux Steve Urkel, qui entend ce qui se passe, et donc il s'apprête à rentrer sur le vaisseau. Et alors, ils viennent de se rendre compte, genre, mais pourquoi on est venu sur une station de pirates? Parce qu'on est des pirates en fait. On n'est pas des pirates. Ah bon? Mais non, on est des enfants. Ah. Mais elle avait pas compris. Il parle de capitaine. Il y avait les chapeaux pirates. Bah, tu me diras non, ils connaissent pas les pirates. Oui, ils peuvent pas comprendre un truc qu'ils n'ont jamais connu. Ils savent pas ce que c'est. J'ai l'impression des pirates tout simplement. Quoique, elle dit pourquoi on est sur un navire. Oui, non, pourquoi on est sur une station de pirates. Donc au final, si, elle a quand même une idée. Mais bon, elle n'avait pas fait le lien, en tout cas. Le robot se fait désactiver. C'est trop mignon. Il me fait trop rire lui à chaque fois être là dans sa tête. Et on voit donc voilà le gros de l'équipage qui arrive. Et pareil, elle me fait triper, elle. C'est Mad Alton, en mode surarmé. Elle me fait penser, pour ceux qui ont vu Blue Beetle, elle me fait grave penser à Nana. On la voit aussi ici avec son énorme flingue. C'est ma préférée. Elle, je la kiffe déjà. Et donc voilà, ils viennent. Et donc on voit que c'est leur astroport. C'est eux qui ont l'air de diriger dans cet endroit, justement. Du coup, on se demande comment ça se fait qu'ils manquent de crédit. Hein. Au début de l'épisode, c'était, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas gagné de crédit, machin. Ouais, enfin, ça a l'air d'aller pour eux quand même, en fait. Ils ont une station qui leur appartient, quoi. Et donc voilà, ils vont dire qu'ils vont rentrer chez eux. C'est là où ça commence à se poser des questions. Est-ce qu'ils disent la vérité ou pas? Et donc ils se retrouvent, ils se font enfermer. Parce que ferme un peu trop, n'a pas assez fermé sa bouche, pour le coup. Et ils s'engueulent, voilà, ça se dispute, bien évidemment, ça veut faire un plan, comment on fait pour sortir. Neil, qui a cette idée de génie d'utiliser la souris, ce qui rappelle beaucoup ce qui se passe avec Groot, par exemple, quand il envoie Groot pour chercher justement
ce qui permet de contrôler la flèche de Yondu, où il ramène des conneries à chaque fois. Il y a plein d'exemples de ça dans Pirates des Caraïbes aussi, avec le chien, bien évidemment. Et bien sûr, ça ne va absolument pas fonctionner. Je crois même qu'en fait, elle fait pipi sur la clé, j'en ai bien l'impression, juste avant de se barrer. Mais bon, j'imagine qu'on la reverra très vite. Et donc, ils essayent de mettre en place un plan pour pouvoir s'échapper. Et là, le truc, c'est qu'ils parlent ici de la Tatine. Ils en parlent, et ils parlent de la réaction des pirates. Et c'est seulement à ce moment-là que va réagir le personnage mystérieux, qui bien évidemment est de l'eau, c'est pas mystérieux, mais il réagit après les avoir entendus parler de la Tatine. Et il dit pouvoir les aider à récupérer leur vaisseau, à retourner sur leur planète, à condition qu'il l'emmène avec lui. Et ils sont en mode, mais ouais, enfin t'es gentil, mais comment on sort? La clé, t'as vu, elle est de l'autre côté. Oui, c'est pas un problème. Et il va se servir de la force, semble-t-il. Mais alors là, je me pose plusieurs questions. Pourquoi il est encore dans la cellule s'il peut faire ça? Pourquoi les pirates l'auraient mis dans une cellule avec la clé devant s'ils savaient qu'ils pouvaient faire ça, sachant que ça a été leur capitaine? Parce qu'on voilà, on va partir sur l'idée que c'était lui le capitaine. Alors on peut dire peut-être que c'est un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66 et qui aurait caché ses pouvoirs à tout le monde, parce que bah voilà, on est dans l'après-Ordre 66, il y a plutôt intérêt à cacher ses pouvoirs, même si c'est moins vrai maintenant, parce que c'est la Nouvelle République, l'Empire a disparu, donc il n'y aurait pas de raison de cacher ses pouvoirs au moment de la Nouvelle République, mais il est aussi possible que ce ne soit pas un Jedi, ça pourrait être un Sith, un ancien inquisiteur, peut-être un Jedi un peu comme... ah zut, j'ai plus son nom, un peu comme celui dans Ahsoka, vous savez, dont l'acteur nous a malheureusement quitté, qui est une espèce de Jedi indépendant qui ne répond à personne. Et il donne un nom pour sa protégée, pour sa padawan, pour ce genre de personnes qui ont été entraînées à la force après la chute des Jedi. Il donne un nom spécifique pour ça. Mais je doute du fait que ce soit réellement un Jedi. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Et j'en suis même à me demander, est-ce que c'est pas un coup monté? Est-ce qu'on n'est pas sur de la prestidigitation de je ne sais quelle manière? Est-ce qu'il ne serait pas en réalité en équipe avec les autres? Genre il aurait fait un deal. Écoutez, vous savez que je suis bon pour faire croire des trucs, laissez-moi les utiliser pour nous conduire jusqu'à Tatine, au cas où c'est vrai, et comme ça, tout le monde sera content. Je me demande, mais bon, très clairement, il a un intérêt personnel, il y a anguille sous roche avec ce perso. Est-ce que il va changer au fur et à mesure et vraiment s'attacher aux gosses et réellement décider de les protéger? C'est une possibilité, mais je pense qu'en tout cas, au départ, il y a clairement une volonté de les utiliser, de se servir d'eux. Et le fait d'entendre Tatine, il s'est dit, ouh, il y a une bonne occasion peut-être de se faire du pognon. J'adore qu'on entende la musique, là, ce fameux thème, en mode un peu plus posé comme ça. Et il va dévoiler son visage. Et donc le gamin lui demande, vous êtes un Jedi? Can you keep a secret? Peux-tu garder un secret? Et l'épisode se termine là, réalisé donc par David Lowery. Et c'était encore un très bon épisode, trop court, beaucoup trop court. Il fait 22 minutes, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, un excellent épisode. Je suis tellement curieux d'en apprendre plus sur ce mystère. Pourquoi cette planète est considérée comme perdue? Qu'est-ce que cache Tatine? Qui a décidé de dissimuler cette planète? Pourquoi? Est-ce que c'est une planète de pirates à la base qui ont récupéré un trésor énorme et qui se sont cachés de cette manière-là? Je suis très curieux, vraiment d'en apprendre plus. C'est une série qui me plaît beaucoup pour l'instant. Alors c'est que le début, on verra par la suite, mais vraiment je prends grand plaisir en tout cas à suivre ces aventures. C'est frais, c'est agréable. Il y a de la créativité, on a des belles choses à l'écran, on voit où l'argent est passé. Les persos sont attachants, donc voilà, très curieux de voir la suite, très curieux d'avoir votre avis à vous bien évidemment sur cet épisode, et puis est-ce que vous avez découvert des choses du coup, peut-être dans les easter eggs que vous n'aviez pas vu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas voilà, c'est un plaisir de suivre cette série avec vous, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, soyez curieux, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.